Le prêtre n'avait aucune idée qu'il était filmé, et ce qu'il a fait ensuite a stupéfié tout le monde. L'église Saint-Patrick, avec ses rituels sacrés et son silence solennel, donnait souvent l'impression d'être un sanctuaire à l'abri du monde. Pourtant, ce jour-là, sous ses arches vertigineuses, un drame silencieux se déroulait. Lucie serrait son sac en tissu usé jusqu'à la corde en montant les marches de pierre anciennes, chaque pas faisant écho à son cœur battant. À 16 ans, son regard scrutait avec anxiété les contours de la majestueuse façade, comme pour échapper au malaise qui la rongeait. « Tu y vas seule, Andrea ?» appela la meilleure amie de Lucie, l'inquiétude perçant sa voix. « Je n'ai pas peur », insista Lucie, même si son sourire forcé vacillait. « Le père Johnson veut me parler des frais de scolarité. Ce ne sera pas long. Attendez ici. » Andrea lui serra l'épaule. « Laisse-moi venir avec toi. Je dois le faire toute seule. » Lucie prit son courage à deux mains, se glissa par la lourde porte en bois et la regarda se refermer derrière elle, l'enfermant dans une quasi-obscurité. À l'intérieur, le silence était profond. Seul l'écho sourd de ses pas rompait le silence tandis qu'elle avançait dans le couloir sombre. « Lucie, tu es arrivée. » La voix douce surgit d'un coin sombre. Le père Michael Johnson se tenait sous la faible lueur d'une lampe solitaire, son sourire serein lui offrant un fragile réconfort. « Oui, père » murmura-t-elle en le suivant, passant devant l'autel, vers son bureau. À chaque pas, sa tension augmentait. Une fois à l'intérieur, il tira délicatement un lourd rideau devant la fenêtre, plongeant la pièce dans la pénombre. Le cliquetis d'une clé dans la serrure coupa le souffle de Lucie. « Je veux juste une conversation privée », dit doucement le père Johnson. « Il serait inapproprié que d'autres personnes écoutent. » Lucie hocha la tête, la gorge soudain sèche. Lorsqu'il tendit la main et passa une mèche de cheveux derrière son oreille, elle tressaillit, mais son contact se porta sur son épaule, ses doigts s'attardant. « Je sais que ta famille a des difficultés, » murmura-t-il. « Je paierai tes frais de scolarité, si tu es obéissante. » Juste un peu d'obéissance. « Que veux-tu dire ?» La voix de Lucie tremblait. « C'est simple, ma chère, » répondit-il, et sa main glissa sur sa cuisse. La panique la submergea, comme une sonnette d'alarme. « Père, arrête » balbutia-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Ses lèvres s'incurvèrent en un léger sourire froid. « Je ne veux que ton bien » murmura-t-il d'une voix basse et prédatrice. « Mais tu dois me faire confiance. » Lucie hurlait de s'enfuir, mais ses jambes étaient gelées. Il se pencha, son souffle chaud contre son oreille. « Tiens-toi bien, et je veillerai toujours sur toi. Désobéis, et je ne pourrai plus aider ta famille. » Les larmes lui piquaient les yeux. « Je devrais y aller » parvint-elle à dire d'une voix à peine murmurée. Il se redressa, traversa la pièce avec une grâce posée et déverrouilla la porte derrière elle. « Prends ton temps, Lucie » dit-il d'un ton doucement menaçant. « Je sais que tu feras le bon choix. » Alors que la porte se refermait, Lucie s'affala sur une chaise proche, les larmes aux yeux. Elle se sentait minuscule, impuissante sous le poids de sa trahison, enveloppée, grotesquement, dans les vêtements de la sainteté. Dehors, l'inquiétude d'Andrea s'intensifia. Elle scruta les fenêtres du haut jusqu'à ce qu'un mouvement attire son attention, le visage d'un homme qui le regardait, froid et indéchiffrable. Un frisson la parcourut. Le ciel de Chicago s'était assombri, des bruines murmurant contre la façade de pierre tels des secrets inquiétants. Andrea se serra contre le froid, son téléphone serrait fort, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Une porte latérale s'ouvrit en grinçant, et Lucie en sortit en titubant, pâle et tremblante. Andrea traversa les marches mouillées en courant, serrant son amie dans ses bras. « Oh mon Dieu, Lucie, tu m'as fait peur. Que s'est-il passé là-dedans ?» Lucie secoua la tête, les lèvres tremblantes. « Je vais bien. Rentrons à la maison. » Andrea étudia son visage, percevant une terreur que les mots ne pouvaient dissimuler. Le père Johnson. Les larmes de Lucie revinrent. Elle détourna le regard, silencieuse. Andrea serra les dents. « Si tu ne me le dis pas, je le découvrirai moi-même. » Elle prit fermement la main de Lucie. « Je te promets que je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. » Cette nuit-là, tandis que la pluie tambourinait aux fenêtres, Andrea prit sa décision. Dans l'obscurité, elle retourna seule à Saint-Patrick, se glissant par la porte latérale vers le bureau du père Johnson. Chaque battement de cœur résonnait dans le couloir désert. Des pas approchaient.
Andrea se colla contre le mur de briques froid et jeta un coup d'œil au coin de la rue. Elle entendit deux voix, celle du père Johnson, grave et sinistre, et la question tremblante d'un autre homme. « Lucie est obéissante », siffla Johnson. « Si elle se confie davantage, je pourrais l'aider encore plus. » Le sang d'Andrea se glaça. Elle savait, à cet instant, qu'elle devait dénoncer la trahison du prêtre, avant qu'il ne s'en prenne à une autre âme innocente. Même si elle le faisait, qui la croirait? Frank resta silencieux quelques secondes avant de murmurer « J'ai confiance en vous, père, mais quand même. » Johnson l'interrompit froidement. « N'oublie pas ce que j'ai fait pour toi, Frank. Une petite erreur et nous serons tous les deux perdus. » « Oui, je comprends, » dit enfin Frank d'une voix tendue. Leurs pas résonnèrent puis s'éloignèrent. Tremblante, Andrea sortit son téléphone et activa l'enregistrement vidéo. Le cœur battant, elle s'approcha du bureau de Johnson. Une faible lumière jaune filtrait par l'entrebâillement de la porte. Se penchant pour jeter un coup d'œil, elle retint son souffle. À l'intérieur, Johnson se tenait devant son bureau, dos à la porte. Sa voix était lente, calculée. Cette fille, Lucie, est intelligente mais faible. Quelques mots doux et elle se soumettra complètement. N'oublie pas, Frank, les gens me font plus confiance qu'à quiconque. Frank hésita, puis répondit d'une petite voix, mais si elle le disait à quelqu'un? Johnson rit d'un rire froid et sans joie. Il se retourna, les yeux brillants de menace. Elle n'osera pas, Lucie connaît les conséquences de s'opposer à moi. Et puis, qui croirait une pauvre fille plutôt qu'un prêtre respecté? Frank haussa les épaules, vaincu. Tu as raison, père. Johnson s'approcha de la porte, sa voix se réduisant à un murmure glacial. S'il le faut, je la ferai disparaître de Chicago. Un agneau perdu peut si facilement devenir une histoire tragique, Frank. Andrea halta, manquant de laisser tomber son téléphone. Son cœur fit un bond tandis que Johnson s'arrêtait devant la porte, la main sur la poignée. Il jeta un coup d'œil par une étroite fente et sourit, d'un sourire froid et sans âme. J'ai toujours su qu'il y avait des curieux, Frank, murmura-t-il. Mais je sais aussi comment apaiser cette curiosité. Andrea se figea de terreur, puis pivota et s'enfuit dans le couloir sombre. Le rire de Johnson résonna derrière elle comme un chant maudit. Sortant précipitamment de l'église, Andrea haletait, trempée de sueur froide. Elle serrait son téléphone et repassait la vidéo. Bien que l'image fût floue, les voix et ses menaces glaçantes résonnaient clairement. De retour chez elle, Andrea composa d'urgence le numéro de Lucie. J'ai enregistré une vidéo, Lucie. Tu dois la voir. La voix de Lucie tremblait à l'autre bout du fil. Une vidéo? Oui, insista Andrea. Johnson complote contre toi. Il faut faire quelque chose. Lucie resta silencieuse un instant, puis éclata en sanglots. J'ai tellement peur, Andrea. Je ne veux plus souffrir. Andrea serra les dents, la voix pleine de détermination. On ne le laissera pas s'en tirer comme ça. Je te jure, Lucie, il faut mettre ça au grand jour. Lucie trembla de nouveau. Mais comment? Qui nous croirait, deux étudiants inconnus? La réponse d'Andrea fut ferme et résolue. Je publierai la vidéo sur les réseaux sociaux. Une fois que les gens l'auront vue, ils ne pourront plus la dissimuler. Johnson paiera. La nuit froide enveloppait Chicago alors qu'Andrea était assise dans sa chambre sombre, seuls les sanglots étouffés de Lucie dérivant à travers le téléphone. Nous allons démasquer le démon qui se cache derrière cette robe de prêtre, Lucie. Je te le promets. La voix de Lucie était douce à travers ses larmes. J'ai confiance en toi, Andrea, mais j'ai vraiment peur. Dehors, la pluie tombait comme un rideau incessant. Un véritable cauchemar ne faisait que commencer. Quelques heures après la publication de la courte vidéo d'Andrea avec le hashtag Justice for Lucie, la ville entière a explosé. Des centaines de milliers de partages, des millions de vues, Chicago n'avait jamais connu un tel tollé. À l'aube, l'église Saint-Patrick était encerclée par les journalistes et une marée de citoyens furieux et désemparés. Les rumeurs d'abus cachés commis par le père Michael Johnson se sont répandues comme une traînée de poudre. Dans un petit appartement en périphérie de la ville, Lucie fixait son téléphone, incrédule. « Maman, viens vite. » La voix de sa mère tremblait lorsqu'elle rejoignit sa fille. À la télévision, la voix d'Andrea résonnait dans les journaux télévisés comme un verdict, le père Johnson n'est pas le saint homme que vous croyez.
Écoutez ce qu'il dit, c'est un monstre. Lucie se couvrit la bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Maman, je ne savais pas que ça en arriverait là. Les yeux de Martha étaient emplis de peur et d'épuisement. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, murmura-t-elle. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Lucie s'effondra dans les bras de sa mère. Je suis désolée. J'avais tellement peur. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes encore plus. De l'autre côté de la ville, Andrea n'avait pas fermé l'œil non plus. Elle observait chaque commentaire, chaque débat houleux sous sa publication. Son téléphone vibrait de messages, certains les défendant farouchement, beaucoup plus attaquants, les accusant de vouloir détruire l'Église et la foi. Puis vint l'appel tremblant de Lucie. Andrea, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne peux pas sortir. Ils nous traquent. La voix d'Andrea était ferme et déterminée. On n'a rien fait de mal. Ne les laisse pas te faire peur, ils ont juste peur de la vérité. Mais tu ne comprends pas, s'écria Lucie. Ils ont trouvé mon adresse. Des fanatiques se rassemblent devant chez moi. Andrea pâlit. J'arrive, Lucie. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir ensemble. Non, ne viens pas, supplia Lucie. C'est trop dangereux. Mais Andrea avait déjà raccroché. Pendant ce temps, à Saint-Patrick, le père Michael Johnson montait sur l'estrade avec un calme étonnant. La foule se tut lorsqu'il commença à parler. Je sais que la vidéo se propage partout. Je comprends ce que vous pensez tous, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Cette vidéo est un faux, une invention malveillante destinée à détruire ma réputation et celle de cette église. Une journaliste a crié, « Père Johnson, comment expliquez-vous les menaces claires dans le clip ?» Les yeux de Johnson s'emplirent de tristesse. J'ignore comment la vidéo a été retouchée, mais je jure devant Dieu et devant vous tous que je suis totalement innocent. Je suis victime d'un coup monté par ceux qui veulent détruire notre foi. Ces paroles ont enflammé la foule, la transformant en une fureur fulgurante. Certains fidèles ont pleuré et se sont agenouillés en prière, scandant « Que Dieu bénisse le Père Johnson. Que Dieu protège les innocents. » De l'autre côté, des citoyens furieux lançaient des injures. « C'est le diable déguisé », hurlait une femme d'âge moyen. Ne nous laissons plus berner. Les deux camps se sont violemment affrontés, obligeant la police à intervenir. La tension n'a fait que s'accentuer, la ville s'est scindée en deux, chacun convaincu de défendre la vérité. Pendant ce temps, Lucie était recroquevillée sur son lit, la porte hermétiquement close pour se protéger du vacarme extérieur. Les voisins l'injuriaient, elle et Andrea, sans pitié, ce serpent essaie de détruire notre église. Lucie, la fausse Lucie, et son amie ne veulent que la gloire. Lucie serra son oreiller contre elle, le cœur brisé par les larmes. Elle vit le nom d'Andrea apparaître sur son téléphone, mais ne put se résoudre à répondre. Tout ce qu'elle put faire, c'est envoyer un message désespéré. Je n'en peux plus, Andrea, ils veulent me tuer dès que je l'envoie. Lucie enfonça son visage dans l'oreiller, son téléphone désormais éteint à ses côtés. Dehors, les cris de la foule en colère devenaient plus forts, plus violents, chaque rugissement résonnant contre les murs comme un tambour de guerre. La télévision du salon était allumée à plein volume, les dénégations glaciales de Johnson résonnant aux côtés des chants fervents de ses partisans fanatiques. Soudain, une terrible prise de conscience la submergea, quelle que soit la vérité, elle perdrait toujours. En une seule nuit, de victime, elle était devenue méchante, de simple spectatrice innocente à pire ennemi de la communauté. Le poids de la trahison pesait sur sa poitrine tandis qu'elle fixait la vieille photo de famille accrochée silencieusement au mur d'en face. Des larmes coulaient sur ses joues, même si ses sanglots s'étaient tus depuis longtemps. À cette heure sombre, elle ne se doutait pas qu'une terreur bien pire l'attendait dans l'ombre, un mystérieux observateur prêt à bouleverser à nouveau son monde avec un secret dévastateur. Chicago était devenu un cauchemar extraterrestre. Coincée dans sa minuscule chambre au fond d'une ruelle étroite, Lucie se blottissait sous sa fine couverture, serrant si fort son téléphone que ses jointures blanchissaient. Les jurons de la foule résonnaient toujours sans relâche, chaque insulte creusant un peu plus profondément son cœur tremblant. Un fracas soudain lui coupa le souffle. La fenêtre du salon explosa vers l'intérieur, des éclats de verre s'écrasant sur le sol comme des confettis mortels. Le cœur battant, Lucie s'élança de sa cachette. Dans l'embrasure de la porte gisait sa mère, Martha Opal, effondrée, la main serrée sur sa poitrine. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Le cri de Lucie lui arracha la gorge tandis qu'elle s'agenouillait à côté d'elle. Je ne peux pas respirer,
murmura Martha, sa voix si faible que Lucie craignait qu'elle ne disparaisse complètement. Lucie, appelle une ambulance, halta Martha. Les mains de Lucie tremblaient violemment tandis qu'elle composait le numéro des urgences, sa voix se brisant à chaque mot frénétique. S'il te plaît, ne me quitte pas, maman. S'il te plaît, ne pars pas. Dehors, les railleries de la foule perçaient les murs. Sors, sorcière. Tu vas payer tes péchés. Puis la porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître le visage terrifié d'Andrea. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Lucie, comment va-t-elle? S'écria Andrea en se laissant tomber à côté d'eux. Elle fait une crise cardiaque, s'étrangla Lucie en tenant la tête de sa mère. Les larmes d'Andrea coulèrent tandis qu'elle murmurait, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais imaginé que ça arriverait. Lucie leva les yeux, la douleur et le désespoir lut dans ses yeux. Pourquoi me déteste-t-il autant, Andrea? Que avons-nous fait? Les sirènes hurlaient de plus en plus près. Les ambulanciers firent irruption, hissant Martha sur un brancard et l'emmenant précipitamment. Les cris furieux de la foule poursuivirent l'ambulance dans la rue. Lucie serra la main d'Andrea, tremblante. Ne me quitte pas. J'ai tellement peur. Je suis là, jura Andrea, même si ses propres larmes coulaient à flots. Je ne te laisserai pas affronter ça seule. Des heures plus tard, Lucie était assise sous les lumières fluorescentes crues du couloir des urgences. Chaque tic-tac de l'horloge lui faisait l'effet d'un coup de marteau au cœur. Andrea restait à ses côtés, lui offrant tout le réconfort possible, même si son regard était lointain et creux. Le téléphone d'Andrea brisa le silence, Mademoiselle Teresa, leur professeur principal. Une voix sévère à l'autre bout du fil exigea qu'il se présente au bureau du directeur dès demain matin. Ça va trop loin. Vous causez des problèmes. Andrea répliqua, affirmant qu'ils étaient les victimes. La réponse fut impitoyable, soyez là demain matin. Ils veulent nous expulser, murmura Andrea, la fureur tremblante dans la voix. Lucie releva la tête, le regard vide. Je m'en fiche. Je veux juste que ma mère vive. Un médecin apparut, l'air grave mais calme. Son état est stable, pour l'instant. Mais le stress émotionnel pourrait lui être fatal. Vous devez la maintenir au repos. Lucie hocha la tête, les larmes aux yeux. Andrea la serra dans ses bras et murmura, on survivra à ça, Lucie. Je te le promets. Mais le cauchemar n'avait fait que s'aggraver. Le lendemain matin, la frénésie médiatique s'intensifiait. L'article de Charles Mitchell fit l'effet d'une flèche empoisonnée, Lucy Thompson, opportuniste ou victime tragique. Les gros titres la présentaient comme une avide de gloire déterminée à détruire la réputation de l'Église pour son propre profit. Chaque détail intime de sa vie était décortiqué, déformé, dramatisé. Les mains d'Andrea tremblaient en lisant ces mots cruels. Lucie se détourna, le visage blême. Elle se retira dans sa chambre, la porte se refermant derrière elle avec un bruit sec. Andrea la suivit, suppliant, Lucie, s'il te plaît, ne. À l'intérieur, Lucie se tenait devant le miroir, un flacon de somnifère tremblant dans sa main. Peut-être que tout cela finira par s'arrêter, murmura-t-elle. Le poing d'Andrea frappa la porte. Ne fais pas ça, Lucie. Tu as encore ta mère, et moi. On ne peut pas les laisser gagner. Les pilules échappèrent des mains de Lucie. Elle s'effondra au sol en pleurant, je n'en peux plus. Andrea fit irruption et la serra dans ses bras. Je ne te quitterai pas. Je te jure qu'on trouvera un moyen. Tard dans la nuit, Lucie resta éveillée, les yeux fixés au plafond. Un album photo abîmé était tombé par terre, elle l'ouvrit, feuilletant les pages jaunies jusqu'à ce qu'une image lui coupe le souffle. Là, en arrière-plan de sa remise de diplôme d'école primaire, se tenait un homme coiffé d'un chapeau, le visage caché, qui l'observait de loin. Elle parcourut le reste de l'album d'un pas rapide, la même silhouette silencieuse réapparaissait à chaque instant crucial de sa vie. « Oh mon Dieu, qui est-il » trembla-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Au dos de la dernière photo, griffonnée de la main de sa mère, Stephen Harris, le père de Lucie. Elle ne doit jamais connaître la vérité. Et la photo vola au sol. Le cœur de Lucie battait fort tandis qu'elle haletait, Stephen Harris, mon père? Elle se précipita dans la chambre de sa mère et claqua la porte. Martha la fixa d'un regard hanté. Maman, qu'est-ce que c'est? Pourquoi me l'as-tu caché? Qui est-ce? La voix de Martha tremblait tandis que des larmes montaient. Je suis vraiment désolée, Lucie.
C'est ton père biologique, mais il est dangereux, un tueur à gages notoire surnommé le Silence. Il pouvait tuer sans laisser de traces. Je l'aimais sans savoir qui il était vraiment. Quand je l'ai découvert, j'ai fui avec toi. Il a disparu peu après. Les jambes de Lucie cédèrent, son esprit vacilla. Une tempête d'horreur et de curiosité la submergea, sa vie, semblait-il, avait été assombrie par un homme dont les secrets menaçaient de les détruire tous. Il est dangereux, mais je l'ai toujours vu où il a été présent à chaque moment crucial de ma vie, m'observant de loin. Maman, murmura Lucie, la voix tremblante de peur et de désir, je sais qu'il est passé par là, mais je n'ai jamais osé l'approcher. J'avais peur que Steven ne ramène le danger dans nos vies. Les yeux de Martha s'emplirent de désespoir. Lucie, s'il te plaît, ne. Mais le regard de Lucie se durcit avec une étrange détermination. Je dois le rencontrer, maman. J'ai besoin de réponses de Steven Harris. Aussi terrible soit-il, je ne peux pas vivre avec des questions qui me hantent. Martha saisit la main de sa fille, les larmes aux yeux. Non, Lucie. Il ne fera que t'entraîner encore plus dans le danger. Ne le laisse pas gâcher ta vie davantage. Lucie secoua la tête. Ma vie est déjà brisée, maman. Je n'ai plus rien à perdre. Le lendemain matin, malgré les supplications de sa mère, Lucie partit à la recherche de son père biologique. Elle explora toutes les pistes jusqu'à ce qu'elle découvre une petite maison délabrée perchée sur une colline dans la banlieue de Chicago. Debout devant la vieille porte grinçante, le cœur de Lucie battait à tout rompre. Elle leva une main tremblante et frappa doucement. De l'intérieur, une voix grave et rauque appela « Qui est-ce » Lucie prit une profonde inspiration. « Je suis Lucie, la fille de Steven Harris. » Le silence s'éternisa. Puis la porte s'ouvrit, révélant un homme grand, d'âge mûr, au visage buriné et au regard froid et méfiant. « Que as-tu dit ?»« Je suis ta fille, Lucie Thompson. Ma mère est Martha Thompson. Tu la connais, n'est-ce pas ?» Le regard de Steven s'assombrit. Il marqua une pause avant de reculer et de dire d'une voix saccadée, « Entrez. » Dans la pièce faiblement éclairée, il la fixait avec la distance d'un inconnu. « Que me veux-tu ? De l'argent ?» La voix de Lucie devint plus glaciale que l'ombre. « Je ne veux pas d'argent. Je veux savoir pourquoi tu nous as abandonnés, maman et moi, et pourquoi tu m'observes depuis toutes ces années. » Il détourna le regard, silencieux. Après un long moment de tension, il parla d'une voix rauque. « Je ne mérite pas d'être ton père. J'ai causé trop de souffrance. Partir était le seul moyen, selon moi, de te protéger de lui. »« Protégez-nous » La voix de Lucie monta de fureur. « Sais-tu seulement ce que j'ai enduré ?» Steven se figea, puis il tourna brusquement la tête. Ses yeux lançaient des éclairs. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Martha me l'a dit. Le père Johnson m'a humilié, a abusé de son autorité. J'ai souffert parce que j'ai dit la vérité. » Un calme mortel s'installa sur le visage de Steven. « Il va le payer. » Il se dirigea vers un coffre poussiéreux dans un coin et en sortit un vieux Glock, dont le métal brillait faiblement dans la pénombre. Lucie retint son souffle. « Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. » La détermination de Steven se durcit comme de l'acier forgé. « C'est le seul moyen de te protéger. Parfois, seul le sang peut laver des péchés impardonnables. » Des larmes coulaient sur le visage de Lucie tandis que son père, cet homme qu'elle connaissait à peine, se transformait sous ses yeux en un être méconnaissable. « Ne versez plus de sang, sanglota-t-elle, s'il vous plaît. » Cette nuit-là, Chicago était plongé dans une obscurité humide. Steven se tenait sous un arbre imposant, le Glock caché sous son manteau, les yeux rivés sur les portes de l'église Saint-Patrick. Il s'avança dans la lumière tamisée de la rue, chaque mouvement silencieux et réfléchi, tel un prédateur face à la proie insouciante d'un prêtre. Mais au moment où il leva son arme, la voix de Martha résonna dans son esprit, « Tu ne peux pas la sauver avec du sang sur les mains. » Sa main tremblait, la sueur perlait sur sa paume. Dans un instant de lucidité, il baissa l'arme. Il n'y aurait pas de sang ce soir. Plus tard, Steven arriva au Chicago Tribune et déposa sur le bureau du rédacteur en chef une clé USB contenant des preuves accablantes contre le père Johnson. Dans une horreur sourde, la rédaction écouta la voix du prêtre se condamner lui-même. À l'aube, les gros titres allaient révéler le loup en robe sacrée. Finalement, Steven s'est rendu à la police, avouant son passé de tueur à gages et s'offrant pour l'avenir de sa fille.
Il est temps que je fasse face à la justice, a-t-il déclaré, le regard empreint de détermination. Dans la chaleur étouffante de la salle d'audience, Lucy était assise aux côtés de sa mère et de son amie, l'esprit vide sous le poids de la vérité. Alors que le procès du père Michael Johnson s'ouvrait, chaque âme de Chicago retenait son souffle, attendant justice et espérant la guérison que la vérité peut apporter. Un silence inquiétant s'installa dans la salle d'audience. Johnson resta impassible, même si ses jointures blanchissaient à force de serrer les poings. L'avocate se leva d'un bond, la voix cinglante et accusatrice, « Nous ne pouvons pas nous fier à un témoignage non corroboré, cet enfant aurait pu être facilement manipulé, votre honneur. » Anna Young acquiesça d'un signe de tête ferme, et deux autres filles, Caroline Lewis et Isabelle Walker, prirent la parole l'une après l'autre. Leur récit reflétait celui d'Hélène avec une précision effrayante. Pour la première fois, Johnson tremblait visiblement, ses lèvres remuant comme s'il marmonnait quelque chose d'incohérent. Anna se tourna vers lui, d'un ton inflexible. « Et voici la preuve finale et irréfutable. Nous demandons l'autorisation de diffuser les enregistrements audio fournis par Stephen Harris. » Un silence s'abattit tandis que les mots secs et sans équivoque crépitaient dans les haut-parleurs de la salle d'audience. « Frank, fais en sorte que ces filles se taisent. Sinon, on sait comment les faire disparaître. Tout ira bien, de toute façon, personne ne croit ces pauvres petites filles. » La voix de Johnson suivit, froide et indéniable, « Vous allez tous payer pour ça. Je suis un homme de Dieu. » Il se leva brusquement et cria, paniqué, « Non, c'est un faux. Stephen Harris est un tueur de sang-froid, comment pouvez-vous le croire ?» Mais son éclat n'a fait qu'accentuer le dégoût et la répugnance de la salle. Le juge Charles Smith a frappé du marteau, exigeant le silence. Sa voix était ferme et ferme, le tribunal en a assez entendu. « Accusé Johnson, avez-vous autre chose à dire pour votre défense ?» Les épaules de Johnson s'affaissèrent tandis qu'il regardait autour de lui avec désespoir, la voix brisée, « Je suis innocent, c'est un complot. » « Lucy, Lucy, dis-le. Dis-moi que je ne t'ai rien fait. » Tous les regards se tournèrent vers Lucy. Elle tremblait violemment, Andrea et sa mère lui serraient les mains encore plus fort. Finalement, Lucy releva la tête, les lèvres tremblantes, « Tu as détruit ma vie. Je ne te le pardonnerai jamais. » Johnson se tut, s'effondrant sur son siège comme une coquille vide. La voix du juge Smith trancha la tension, le tribunal déclare Michael Johnson coupable d'abus sexuels sur mineurs et d'abus d'autorité religieuse pour menacer et manipuler des témoins. L'accusé est condamné à 18 ans de prison et déchu définitivement de son titre de prêtre. Johnson a éclaté en hurlements hystériques, « Vous allez tous payer pour ça. Vous faites une terrible erreur. » Les policiers sont intervenus pour le maîtriser et l'ont tiré hors du banc. Il s'est débattu en vain, fixant une dernière fois Lucy du regard, empli d'une haine venimeuse, « Tu m'as ruiné. Tu n'y échapperas jamais, Lucy. » Lucy tremblait violemment, enfouissant son visage dans les mains d'Andrea et sanglotant sans retenue. Andrea murmura à travers ses propres larmes, « C'est fini, Lucy, tu as réussi. » Lucy secoua la tête, la voix étranglée par la douleur, « Non, Andrea, pour moi, ce ne sera jamais fini. Ces blessures, elles ne guériront jamais. » La salle d'audience se vidait peu à peu, mais la tristesse persistait dans tous les cœurs. Martha serrait sa fille contre elle, la voix brisée par la culpabilité, « Je suis vraiment désolée, Lucy. J'aurais dû mieux te protéger. » Lucy ne dit rien, son regard semblait mort depuis longtemps. Andrea essaya de la réconforter, mais même elle ne parvenait pas à cacher sa douleur. « On s'en sortira, Lucy, » promit doucement Andrea. « Je serai toujours là. » Alors qu'elle s'avançait dans le ciel gris de Chicago au lourd et terne, à l'image du chagrin que Lucy portait, elle murmura au vent glacial, « Pourquoi as-tu laissé cela m'arriver, Seigneur? Pourquoi à moi ?» Andrea lui serra la main fermement, incapable d'en dire plus. Les deux filles marchaient en silence, englouties par une obscurité qui rendait la lumière impossible. Des semaines plus tard, les premiers rayons du printemps illuminaient enfin Chicago, apportant avec eux un air frais et un nouvel espoir. Après une période d'obscurité inimaginable, Lucy avait entamé son retour à la vie non pas comme la jeune fille tremblante autrefois seule derrière les portes de l'église Saint-Patrick, mais comme quelqu'un apprenant à se tenir droit. À l'aube, dans une petite salle de conférence, au cœur de Hopaven, une organisation vouée à la protection des victimes d'abus religieux et de pouvoir, un groupe de jeunes militants attendait Lucy avec impatience. Ils lui ont remis une bourse complète, un cadeau rendant hommage à sa résilience, son courage et sa capacité à survivre. « Lucy, tu es là », la salua Martha,
une représentante de l'organisation, avec un sourire chaleureux alors que la jeune fille entrait. « Je suis vraiment ravi de vous rencontrer », dit Lucie d'une voix hésitante, la voix encore fragile mais les yeux brillants. « Je ne sais pas quoi dire. Merci pour cette opportunité. » Martha prit doucement la main de Lucie. « C'est une récompense bien méritée pour ton courage. Tu n'as pas laissé les ténèbres du passé te vaincre. » Lucie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je veux juste retourner à l'école, étudier comme tout le monde. » Andrea, sa meilleure amie, entra dans la pièce, les yeux brillants de joie. « Madame Martha, merci d'avoir aidé Lucie. Nous n'y serions pas parvenus sans votre soutien. »« Ce n'est rien, » répondit Martha, la compassion illuminant ses yeux. « Nous sommes une famille ici, et les familles sont solidaires. » Dès son premier jour de retour à l'école, Lucie fut chaleureusement accueillie par ses professeurs et ses camarades. La classe résonnait de rires et de salutations amicales, contrastant fortement avec le froid isolement qu'elle ressentait auparavant. « Lucie, je suis désolé de ne pas t'avoir soutenue plus tôt, » murmura son camarade Charles. « Nous ne connaissions pas la vérité. » Lucie sourit doucement, les yeux brillants d'espoir. « Tout va bien, Charles. Ce qui compte, c'est que maintenant je vous ai tous à mes côtés. » Sa maîtresse, Mademoiselle Teresa, s'approcha d'une voix douce. « Bon retour, Lucie. L'école te soutiendra toujours. » Andrea serra la main de Lucie et murmura « On a réussi, Lucie. La lumière revient. » Une cérémonie officielle a eu lieu en centre-ville, où Opaven a remis à Andrea le prix Justice Unité pour son courage et son engagement en faveur de la vérité. Debout sur une scène sous des lumières éclatantes devant des milliers de personnes, Andrea a prononcé un discours émouvant « Je ne suis pas ici pour moi-même, mais pour ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Nous devons protéger les plus vulnérables, dire la vérité et ne jamais laisser les méchants échapper à la justice. » Lucie était assise dans le public, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle prit la main d'Andrea et murmura « Je suis fière de toi, Andrea. Tu as été la flamme qui a illuminé mon chemin. » Andrea lui serra la main. « Et je serai toujours là, je suis une torche qui ne s'éteint jamais. » Ensemble, Lucie et Andrea ont commencé à se rendre dans des communautés isolées, à partager leur histoire, à inspirer d'autres personnes et à bâtir un solide réseau de survivantes. Leurs témoignages touchants ont incité des centaines de personnes à se mobiliser et à se battre pour la justice. « Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici un jour, » a déclaré Lucie lors d'un séminaire, la voix pleine de conviction. « Mais quand je vous regarde tous, je sais que nous ne sommes pas seuls. » Une jeune femme nommée Megan se leva, les larmes aux yeux. « Lucie, ton histoire m'a donné la force de sortir de l'obscurité. » Peu à peu, ceux qui avaient autrefois jugé ou ignoré Lucie ont commencé à lui présenter leurs excuses. Un rassemblement a été organisé chez Lucie, où elle a affronté ceux qui l'avaient blessée. « Lucie, je suis désolée de ne pas t'avoir cru avant, » a dit une ancienne camarade de classe, la voix tremblante. « Je comprends, » répondit Lucie doucement mais fermement. « Ce qui compte maintenant, c'est que nous rétablissions la confiance ensemble. » Une nouvelle image a émergé dans la vie spirituelle de la communauté lorsque le père Mark, un jeune prêtre qui avait remplacé Johnson, a parlé ouvertement de son silence passé. « J'ai connu la vérité, mais j'ai choisi de garder le silence, » a-t-il déclaré avec sincérité. « Je suis ici pour m'excuser et pour défendre la lumière. Nous ne pouvons pas laisser des ombres comme Michael Johnson exister dans l'Église. » Ces paroles ont touché beaucoup de monde, redonnant espoir à des cœurs fidèles autrefois remplis de doutes. Lucie est remontée sur scène, sa voix claire et nette, « Je n'ai pas perdu foi en Dieu, j'ai seulement perdu foi en ceux qui cachent des démons sous des robes sacrées. » Le public a applaudi à tout rompre tandis que la lumière semblait se répandre dans la salle, chassant l'obscurité qui la consumait autrefois. La lumière matinale filtrait à travers la fenêtre de sa petite chambre chaleureuse. Lucie était assise en face de sa mère, Martha, les yeux emplis d'une émotion inexprimée. Dehors, Andrea discutait avec de nouveaux amis, se préparant à une nouvelle mission de sensibilisation en zone rurale dans les jours à venir. « Maman, je veux te remercier d'être toujours là, » dit Lucie d'une voix ferme et sincère. Martha sourit doucement en prenant la main de sa fille. « Tu as tellement grandi, Lucie. Je suis fière de toi, tu as tout surmonté avec une telle force. » Lucie rit doucement, les yeux brillants d'une lueur déterminée. « Je ne laisserai pas le passé me briser. Je veux transformer la douleur en force. » Ce jour-là, à l'école, Lucie est retournée en classe sous les acclamations de ses camarades et de ses professeurs. Mademoiselle Teresa se tenait devant eux,
la voix chaleureuse et encourageante, nous sommes si heureux de retrouver Lucie. Ce n'est pas seulement son premier jour d'école, c'est un tournant pour la justice et le courage. Charles s'approcha de Lucie. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Maintenant, je connais la vérité et je suis à tes côtés. Lucie sourit et répondit, merci, Charles. Je crois que nous avancerons ensemble. Andrea les observa, pensant en silence, nous avons fait une différence. La lumière se répand. Mais leur travail ne s'est pas arrêté à l'école. Lucie et Andrea, accompagnés de Opaven, ont continué à voyager dans des endroits reculés, partageant leur histoire devant de larges foules. Lucie se leva et dit, autrefois, j'étais une petite fille effrayée, blessée et silencieuse. Mais aujourd'hui, je suis une survivante, forte et sans peur. Andrea a ajouté, nous sommes ici non seulement pour raconter notre histoire, mais aussi pour allumer la flamme de la justice dans chaque cœur. Une femme d'âge moyen dans la foule essuya ses larmes. Votre histoire m'a donné la force de raconter la mienne. Merci, les filles. Le jour où Andrea a reçu le prix Justice Unité, elle est montée sur scène, le regard tourné vers Lucie. Ce prix n'est pas seulement pour moi, il est pour tous ceux qui ont eu le courage de s'exprimer. Ensemble, nous éclairons le chemin, ensemble, nous triomphons des ténèbres. Lucie a répondu au téléphone, la voix hésitante mais profondément émue, je suis fière de toi, Andrea. Tu as été la flamme qui a éclairé mon chemin et celui de tant d'autres. Andrea sourit doucement. Et je ne laisserai jamais cette flamme s'éteindre. Lors d'une cérémonie dans l'église nouvellement consacrée, le père Marc s'est présenté devant l'assemblée avec un regard sincère. Autrefois, je gardais le silence face à des actes répréhensibles. Aujourd'hui, je défends publiquement la vérité et la lumière. L'église ne peut survivre si nous dissimulons ainsi des ombres. Un paroissien âgé a fondu en larmes. Dieu nous a donné une chance de prendre un nouveau départ, de guérir. Lucie et Andrea ont organisé une réunion avec ceux qui les avaient autrefois critiqués et rejetés. Lucie s'est exprimée, je sais que le passé a été douloureux pour beaucoup, mais nous devons rétablir ensemble la confiance et l'équité. Un ancien camarade de classe s'est approché et s'est sincèrement excusé, Lucie, j'ai eu tort de ne pas te croire. J'espère que tu me pardonneras. Lucie sourit, les yeux brillants. Je te pardonne. L'important maintenant, c'est qu'on avance ensemble. À la fin de la réunion, Lucie reprit la parole, inébranlable dans sa conviction, je n'ai pas perdu foi en Dieu, j'ai seulement perdu foi en ceux qui cachent leurs démons sous des robes sacrées. La salle éclata sous des applaudissements nourris, rayonnant d'un espoir partagé. La lumière emplit les cœurs de chacun, et Lucie se tourna vers l'avenir, pleinement consciente des défis qui subsistaient, mais sans plus de peur. Elle avait trouvé la force dans l'unité et la justice, la lumière l'avait enfin trouvée, dissipant les ténèbres du passé. L'histoire de Lucie nous rappelle que la vérité et la justice ont le pouvoir de surmonter les pires abus. Malgré une douleur et un traumatisme profond, le courage de parler et la persévérance dans la lutte sont les seuls moyens de dénoncer le mal et de commencer à guérir. Parallèlement, son parcours est un signal d'alarme pour la société quant à notre responsabilité de protéger les personnes vulnérables, de ne jamais rester silencieuses face à l'injustice et de créer un climat de sécurité et de confiance où les survivantes sont entendues et aidées sans délai.